Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis pour un nouveau numéro d'Amphithéâtre Éco, l'émission de votre association dédiée à l'actualité de la protection sociale et patrimoniale. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les résultats de l'enquête 2021, les Français, la retraite, l'épargne et la dépendance, réalisée par le Cercle de l'épargne Amphithéâtre en partenariat avec AG2R La Mondiale. Cette nouvelle enquête, menée en septembre 2021 sur un échantillon représentatif de la population hexagonale de plus d'1 millier de personnes, est très intéressante car elle est fortement marquée par les impacts de la crise que nous connaissons depuis mars 2020. Prudence et attentisme, sécurité et conformisme en matière d'épargne, mais aussi parfois immaturité en ce qui concerne la retraite. Voilà en résumé ce que l'on peut dire sur les réponses obtenues et ce que nous allons développer avec Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne. Bonjour Philippe. Bonjour. Et Jérôme Jaffray, le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être à nouveau sur ce plateau pour nous apporter des explications et des enseignements à tirer de votre enquête annuelle. Alors nous allons rester dans le domaine donc de l'épargne. Les Français ont amassé une énorme cagnotte pendant la crise sanitaire. On parle de 157 milliards d'euros. Votre sondage, messieurs, montre que près de la moitié des Français ne souhaitent pas piocher dans cette épargne constituée au plus fort de la crise Covid. Alors, est-ce par méfiance, par peur de manquer ou pour avoir de l'argent mobilisable à tout moment? Jérôme Jaffray. Vous avez raison, c'est un des mystères intéressants de cette grosse épargne constituée pendant la période du Covid. Mais il faut bien comprendre aussi que si beaucoup de Français, comme vous le dites, ne souhaitent pas piocher dans cette épargne, c'est d'abord parce que cette crise n'est pas terminée. Nous sommes toujours dans la crise du Covid. Quand on interroge les Français dans d'autres enquêtes sur le mot clé qui les définit pour eux dans la période actuelle, ils citent d'abord le mot incertitude. Et dès lors que vous avez l'incertitude comme sentiment profond et dominant qui anime la population, l'épargne à ce moment-là devient un élément de sécurisation dans cette période, encore plus fort, je dirais, que d'habitude. Et puis, je parle sous le contrôle d'un des meilleurs experts du sujet, Philippe Crevel. L'épargne, dès lors qu'elle est constituée, sa fonction est un peu indépendante de son montant. C'est pas parce que vous avez épargné 1 000 euros, 5 000 euros, puis vous vous retrouvez soudain avec 8 ou 10 000 euros. Vous êtes toujours face à la notion d'épargne et vous pouvez vous fixer des projets. Regardez ce que vous pouvez en faire dans d'autres buts. Donc l'idée de la dépense immédiate, elle est forcément minoritaire et à cet égard, l'enquête le confirme, 28% des Français cependant déclarent qu'ils pourraient se servir de cette épargne pour faire au moins en partie des achats. Et c'est particulièrement sensible chez les jeunes en particulier, parce que les jeunes se sont trouvés devant une épargne inhabituelle, parce que les jeunes ont été privés de sorties, ont été privés de courses, se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient pas l'habitude d'être. Donc la notion d'achat existe. Et puis vous avez une partie non négligeable, 12% des personnes interrogées, qui veulent faire des placements de long terme. Là, c'est intéressant. C'est évidemment intéressant pour tous ceux qui ont l'habitude de gérer de l'épargne. Il y a une nouvelle clientèle probablement de placement à long terme qui peut sortir de cette crise. Donc à la fois incertitude, mais je ne parlerai pas pour autant d'immaturité, ni d'ailleurs pour la retraite, ni pour autant pour l'épargne. Vous partagez cette opinion ? Je partage évidemment les propos de Jérôme Jaffray sur l'épargne des ménages, l'épargne des Français. En fait, nous sommes, c'est vrai, encore dans cette période atypique, exceptionnelle, historique de la crise sanitaire. Les Français, en 2020, ont fait de l'épargne de manière forcée, contrainte. Ils ne pouvaient pas consommer, comme l'a indiqué Jérôme Jaffray à l'instant. Et puis, il y avait la peur, l'incertitude, qui était extrêmement importante. Le taux d'épargne des Français, au cœur de la crise, lors du premier confinement, est monté jusqu'à 27% du revenu disponible brut. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'en moyenne, les Français mettaient dans l'épargne plus du quart de leurs revenus. C'est un taux historique. En temps, on va dire, classique, les Français mettent entre 13 et 15% de leurs revenus dans l'épargne. On est monté jusqu'à 27%. C'était lors du premier confinement. Depuis, il est vrai que le taux d'épargne a baissé et au deuxième trimestre de cette année,
Donc au cours de l'été 2021, nous sommes revenus à un taux d'épargne de 21%. Nous sommes toujours nettement au-dessus de la moyenne des dernières années. On estime qu'on va terminer l'année à 17%. Donc c'est un retour normal à la situation d'avant-crise, ce qui signifie d'ailleurs que les Français continuent à épargner, parce qu'ils mettent toujours entre 15 et 17% de leurs revenus dans l'épargne. Mais on est loin d'avoir puisé ou commencé de puiser dans cette fameuse cagnotte Covid, 157 milliards d'euros mis de côté en plus de ce qu'on épargne traditionnellement, ce qui prouve bien qu'on est, comme l'indiquait Jérôme, très très prudent, attentiste, même si des comportements se dessinent, certains veulent consommer un peu plus, et on constate que le niveau de la consommation a bien repris depuis le début de l'été. Certains veulent réorienter cette épargne vers le long terme. On le constate également sur les résultats de l'assurance vie. Sur l'épargne, on a juste un mois de décollecte sur le livret A, au mois d'octobre, qui a été toujours un mois de décollecte depuis 20 ans. Donc ce n'est pas, on va dire, exceptionnel. Donc ce qui signifie que les Français ne sont pas en train de se dire « on a 150 milliards d'euros, on peut y aller, on va flamber, on va tout dépenser ». Non, les Français aujourd'hui demeurent prudents. Simplement, ils s'interrogent sur l'utilisation à venir de cette cagnotte. Est-ce qu'il faut la conserver? Est-ce qu'il faut consommer? Est-ce qu'il faut réorienter? Et donc, aujourd'hui, il y a des arbitrages qui sont en cours de réflexion et tout dépend évidemment de ce qui va se passer donc dans les prochains mois, s'il y a de nouvelles vagues au niveau du Covid, si des variants sont résistants au vaccin, évidemment, ça va changer la situation et on pourrait retrouver à nouveau un rebond de l'épargne. Donc on est dans un entre-deux. Et on ne sait pas encore complètement la direction qu'on va prendre en la matière. Mais on voit aussi que tous les Français ne sont pas égaux en matière d'épargne. Si 27% des personnes interrogées disent avoir économisé davantage durant la crise, elles sont 20% à avoir épargné moins et 53% déclarent n'avoir épargné ni plus ni moins. Est-ce à dire, vu l'importance de la cagnotte, que ceux qui ont économisé, qui avaient de l'argent, ont beaucoup économisé? C'est intéressant parce que nous raisonnons globalement quand nous citons des chiffres, et Philippe Crevel vient de dire 157 milliards, on est un peu étourdi. En réalité, il y a une césure dans la population. Il y a ceux pour qui la période du Covid, elle a été bien sûr difficile, mais en termes de revenus et de capacité d'épargne, elle a été positive. Voilà, au moins cet élément-là existe. Et puis il y a une partie des Français pour qui la partie a été beaucoup plus serrée, y compris sur le plan financier, y compris sur le plan de l'épargne. Car finalement, vous comprenez, dans ces pourcentages d'opinion publique, on ne pèse pas les chiffres, on compte les réponses. En d'autres termes, si quelqu'un épargne 10 000 euros pendant toute cette période et que quelqu'un désépargne 1 000 euros, ça fait une réponse égale de chaque côté, alors que les chiffres ne le sont pas égaux, bien entendu. Donc nous avons une situation de déséquilibre d'opinion. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que nous avons un taux d'épargne positif, on a épargné plus que d'habitude, qui est directement corrélé à l'âge. En d'autres termes, plus on est jeune, plus on déclare qu'on a pu épargner davantage, presque 40% chez les 18-24 ans et le tiers chez les 25-34 ans, alors que par exemple c'est beaucoup plus bas chez les retraités, dont le revenu était stable, mais dont les dépenses très souvent sont contraintes et font qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre en réalité dans leurs revenus. Donc le revenu a été maintenu pendant la crise du Covid, les retraites ont été versées normalement, mais ça ne leur donnait pas une capacité d'épargne supplémentaire. Et puis les commerçants et artisans, c'est intéressant parce qu'ils sont quand même, on a beaucoup dit qu'ils ont été protégés, oui ils ont été protégés, mais 37% d'entre eux disent qu'ils ont épargné moins que d'habitude. C'est-à-dire que la façon dont ils ont protégé ne couvre pas évidemment en totalité leur action pendant la période, ils ont souffert. Et puis, dernier élément, Claudette, dans ce que vous avez cité qui est intéressant, nous avons une majorité absolue de Français pour qui ils ont épargné ni plus ni moins que d'habitude. Ce qui mélange, je l'avoue, c'est un peu le défaut de l'enquête, et j'en demande pardon à AG2R, la mondiale, au Cercle de l'épargne et à Amphithéâtre, ça mélange ceux qui ont une capacité d'épargne et ceux qui ne l'ont pas. Mais ce ni plus ni moins dit quand même qu'il ne faut pas croire que la vie des Français en termes de capacité financière et d'épargne a été radicalement modifiée.
Non, ce n'est pas vrai. Philippe Crevel, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme élément supplémentaire sur cette analyse? Beaucoup, certainement. Je vais essayer, Jérôme. En matière de répartition de l'épargne en fonction du niveau de revenu, les éléments sont assez clairs. L'effort d'épargne en France se concentre traditionnellement chez les 20% des Français qui gagnent le plus. Le dernier vingtile, comme on dit en termes statistiques, c'est là où on réalise plus de 50% de l'effort d'épargne nationale. Les 20% les plus modestes n'épargnent pas en France. Et avec la crise Covid, il n'y a pas de changement. Ce sont évidemment ceux qui ont les revenus les plus élevés qui ont épargné, d'autant plus qu'ils ont pu faire des économies contraintes, forcées, car c'est une population qui dépense abondamment en matière d'hébergement, de restauration, de loisirs, de déplacement. Et donc, cette population qui a été obligée de rester confinée a réalisé de l'épargne. Et donc c'est vraiment ces 20% qui sont à l'origine d'une grande partie de la cagnotte. Mais je dirais qu'ils sont en règle générale également donc, à l'origine de l'épargne française. Pour les 20% les plus modestes, même s'il y a eu le quoi qu'il en coûte, souvent, ce sont des Français qui sont en CDD, en temps partiel, en intérim, qui effectuent des heures supplémentaires. Et donc, ils ont eu, évidemment, des revenus qui ont pu diminuer et ce qui a pu limiter leur capacité d'épargne. Et puis, on a le corps de la société française, les classes moyennes, où les situations peuvent diverger en fonction de cas particuliers. Et c'est le fameux 53% cité par Jérôme Jaffray, où on voit que là, ni plus ni moins, mais il faudrait prendre évidemment avec des éléments beaucoup plus précis pour avoir une vision, on va dire, millimétrée. Alors, la hiérarchie des placements n'a pas apparemment beaucoup bougé. En cas d'investissement, on choisit d'abord l'immobilier, ensuite l'assurance vie, les actions et le livret A. Par ailleurs, les investissements dans l'économie réelle sont encore trop négligés au profit des placements plus statiques comme le livret A pour les plus modestes ou l'immobilier pour les plus nantis. Pourquoi les Français continuent de miser sur des placements qui rapportent peu et pourquoi le livret A a-t-il toujours la cote? Le livret A, c'est le produit populaire. 4 Français sur 5 ont un livret A. Les jeunes en particulier qui ont épargné, comme l'a souligné Jérôme Jaffray, beaucoup plus qu'on ne le croit durant cette crise, ont souvent comme seul produit d'épargne le livret A. Et puis c'est de l'épargne liquide, avec une forte sécurité, il y a la garantie de l'État. En période de crise, quand on a peur, quand on ne sait pas de quoi sera fait demain, le livret A est un réceptacle traditionnel. Il y a eu plus de 40 milliards qui ont été placés depuis le mois de mars 2020 jusqu'à maintenant sur le livret A. Il n'y a pas que le livret A qui a été, on va dire, le grand gagnant de cette crise en matière d'épargne. En fait, le premier gagnant, ce sont les dépôts à vue. Les dépôts à vue, c'est plus de 50 milliards qui ont été laissés, parce que vraiment, il n'y a aucune rémunération, ce n'est pas un placement en tant que tel, mais au total, sur les dépôts à vue, les comptes courants des Français, des ménages, il y a plus de 507 milliards d'euros. Plus de 507 milliards d'euros. C'est une fortune. Ça représente par ménage 17 000 euros. Évidemment, pas tous les ménages ont 17 000 euros. Pas tous les ménages et pas le même chiffre par ménage. Pas le même chiffre par ménage. Mais en moyenne, 17 000. Avant la crise, avant le mois de mars 2020, ce montant était de 14 000 euros. On est passé de 14 000 à 17 000 euros. Là, pareil, c'est la sécurité, la liquidité, et on ne recherche pas, pendant la crise, le rendement. C'est quelque chose qu'on voit quand on a des perspectives, quand on a des projets. Là, on était face donc à une crise et on a privilégié la sécurité et la liquidité. Parmi les placements préférés des Français... Si vous permettez, si je peux ajouter un mot sur le livret A, peut-être, ce qui est intéressant et m'a frappé, c'est quand même, d'abord, nous avons une série avec les enquêtes AG2R, Cercle de l'épargne et Amphithéâtre, une série de questions sur longue période. Ce qui est extrêmement intéressant, évidemment, quand on suit ces mécanismes par rapport à l'épargne ou par rapport à la retraite,
on peut situer comment pensent et évoluent les Français. Et ce qui me frappe, c'est le regain de faveur. La question, est-ce qu'il est intéressant de placer votre argent dans, et puis on pose toute une série de choses. Alors vous avez raison, Claudette, le bien immobilier que l'on loue reste la référence en la matière, mais il y a un regain de faveur du livret A qui interroge, vu que ce qu'il rapporte est extrêmement minime. Mais quand on regarde par tranche d'âge les résultats de l'enquête, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce regain de faveur, effectivement, est d'autant plus fort que l'on est jeune. Et je me dis, c'est un effet aussi de génération. C'est-à-dire que, comme l'a dit Philippe très justement, il y avait de l'argent à placer, mais un effet de génération, c'est-à-dire que la baisse de rémunération du livret A, les plus âgés, ou à partir de 40 ans par exemple, on souffre de la baisse de rémunération du livret A par rapport à il y a quelques années, mais pour les jeunes, il n'y a pas ce souvenir. Donc vous avez une situation au fond où le livret A offre la souplesse, les résultats et les gains sont défiscalisés, et ça laisse un petit quelque chose. Donc le livret A retrouvé un regain de faveur, en particulier chez les jeunes. C'est un effet de la crise du Covid, mais qui est intéressant, d'autant que le ministre Bruno Le Maire a annoncé il y a quelques jours, en tout cas courant décembre, que sa rémunération serait revue à la hausse compte tenu de l'inflation qui renaît dans le pays. Parmi les placements préférés des Français, on retrouve toujours l'assurance vie avec aujourd'hui plus de 1800 milliards d'encours. Elle continue d'être plébiscitée, notamment pour les placements en unités de compte. Pourquoi l'assurance vie reste encore un placement de choix aujourd'hui, Jérôme Jaffray ? Elle mélange l'assurance vie, si vous voulez, un niveau de sécurité. Et moi, j'ai un ami qui utilise une formule que j'aime bien, c'est une sorte de couteau suisse de l'épargne. C'est-à-dire que l'assurance vie, elle répond à des besoins et à des perspectives en termes d'immobilier. Si vous voulez acheter un bien immobilier, l'assurance vie est utile. Face à un coup dur dans la vie, le coup dur qui peut arriver, donc ça, les gens ont ça évidemment en tête dans leur vie. La préparation de la retraite, c'est une sorte de cagnotte pour la retraite, et l'idée de transmission, qui évidemment, plus on avance en âge, et plus elle est importante. On pense à la transmission vers ses enfants, ses petits-enfants. Donc, vous voyez, le fait qu'elle soit à ce point multifonctionnelle l'a protégée, je dirais, contre les baisses de rendement qui sont intervenues ces dernières années et qui sont importantes. Une des choses qui me surprend cependant, et le grand spécialiste Philippe qui est en face de moi pourra peut-être donner son éclairage sur ce sujet, c'est que dans nos enquêtes, il y a assez peu de différence, par exemple sur la notion de rentabilité, entre l'assurance vie en fonds euros et l'assurance vie en unité de compte. Alors qu'on aurait pu penser que l'assurance vie en unité de compte, à une période en plus où les actions ont beaucoup monté, commencerait à pénétrer l'esprit public sur sa capacité de rentabilité. Pour moi, c'est un point d'interrogation, mais je me tourne vers l'expert. Jérôme, c'est assez, en fait, je dirais que le fait qu'il n'y ait pas dans les enquêtes de distinction entre fonds euros et unité de compte, c'est certainement lié au fait que pour une grande majorité des Français, l'assurance vie, c'est avant tout les fonds euros. 80% en fait de l'encours, de l'ensemble de l'épargne qui est placée sur l'assurance vie, est affecté aux fonds euros. Donc, il y a assimilation de l'assurance vie, en règle générale, aux fonds euros. Et je suppose qu'une partie des sondés ne sont pas suffisamment informés pour savoir la différence entre unité de compte et fonds euros. Là, il faut qu'ils aillent voir leurs conseillers, en particulier donc ceux d'AG2R La Mondiale, pour avoir justement vraiment une explication et sur l'intérêt qu'on peut avoir évidemment à placer en unité de compte aujourd'hui du fait des rendements qui sont bien plus élevés que sur les fonds euros. Parmi les choix dans les nouveaux placements, il y a le fameux Bitcoin qui progresse notamment chez les moins de 35 ans. Il gagne 7 points entre 2019 et 2021. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer cette étonnante conversion d'une monnaie pour geeks et spéculateurs dans laquelle nombre d'épargnants placent une partie de leur actif ? Vous avez raison, Claudette, il y a une envolée qu'on constate dans les enquêtes et qui du coup interroge tous les spécialistes de l'épargne. Maintenant, parmi les placements jugés les plus rentables, le Bitcoin est monté de 4% il y a 2 ans à 11% aujourd'hui parmi l'ensemble des Français. Et dans les tranches d'âge les plus jeunes, les moins de 35 ans, ça dépasse 20%. Pour les jeunes, le Bitcoin est placé devant les actions.
comme perspective de bon placement, de placement intéressant. Ça a un côté un peu inquiétant, bien entendu, parce que ça renvoie quand même à l'idée de spéculation dans le placement, hein, quelque chose qui permette de sortir des grilles où on vous garantit 1%, 2%, on sort de là. Ça renvoie aussi à le côté un peu dangereux de la période du Covid, qui aura des effets, en particulier sur la campagne présidentielle qui va venir, l'argent magique. Le Bitcoin renvoie aussi à cette idée de magie. Voilà, et on échappe à la tutelle des États, et on est donc dans la situation où on peut gérer là-dessus. C'est l'oubli du risque quand même qui me préoccupe, moi, en particulier dans les jeunes générations. Parce que l'épargne, c'est un juste milieu, en réalité. Je ne l'apprendrai pas évidemment à la plupart de nos téléspectateurs d'Amphithéâtre, ils le savent. C'est une part entre la sécurité, la sûreté du placement et une petite acceptation du risque. C'est ça la bonne épargne, me semble-t-il. Et donc le Bitcoin échappe. Lui, le Bitcoin, il est sur la logique du risque, et du risque personnel et du risque d'effondrement d'un jeu spéculatif. Donc c'est pour nous, culturellement, quelque chose qui est à noter. Et malgré ce risque, Philippe Crevel, effectivement, il y a cet engouement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je serais moins sévère que Jérôme sur le sujet. Premièrement, cette crise a révélé, en tant que signaux faibles, le fait que les Français ne se sont pas détournés des actions. Bien au contraire, il y a plein de jeunes qui ont acquis des actions en mars-avril 2020, quand les cours ont chuté, parce qu'ils se sont dit, il y a des bonnes opérations à faire, on va gagner de l'argent. L'année dernière, il y a eu 700 000 nouveaux actionnaires en France. On n'avait jamais vu ça, surtout lors d'une crise. Ceux qui aujourd'hui acquièrent des actions, que ce soit à travers les unités de compte, dans l'assurance vie, dans le plan d'épargne retraite ou en direct, ou ceux qui vont sur les marchés cryptoactifs. Vous vous éloignez beaucoup du Bitcoin sans vouloir vous froisser. Je vais y revenir. Et là, vous m'avez coupé, j'y revenais à ce moment-là. Ceux qui vont sur les cryptoactifs utilisent évidemment les comptes en ligne, font leurs opérations via leur ordinateur ou via leur smartphone. C'est une nouvelle génération d'épargnants. Il y a certes la volonté de gagner de l'argent rapidement. Il y a évidemment un côté hautement spéculatif et dangereux sur des actifs qui ne produisent rien. Le Bitcoin n'est pas une action. Mais derrière le Bitcoin, il y a d'autres types de cryptoactifs qui peuvent générer des produits, des revenus, de manière beaucoup plus, on va dire, sain. C'est ce qu'on appelle les NFT, les jetons non fongibles, qui peuvent représenter des parts de placement immobilier. Donc il faudra bien tenir compte de ce... Et c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance. Les acteurs de l'assurance, de l'épargne commencent à s'y intéresser, en particulier pour liquéfier un peu plus le marché immobilier, sans prendre trop de risques justement via la blockchain, parce qu'on peut sécuriser l'ensemble des opérations. Donc on est, c'est vrai, dans une période de création, d'innovation, avec les mauvais côtés, la spéculation, le fait de pouvoir gagner avec les bitcoins x5, x10, ou de perdre autant en moins de 48 heures. Mais d'autre côté, naît de nouveaux métiers liés à la finance, et je pense que dans les prochaines années, on en reparlera fortement. Alors, les Français, surtout en période électorale, sont très attentifs aux mesures concernant la fiscalité de l'épargne. Quelles sont les attentes en matière de succession ou de donation, Jérôme Jaffray ? Alors, j'ai un scoop pour les téléspectateurs d'Amphithéâtre. Bravo, merci. Pas d'augmentation des impôts sur l'épargne. Bah, ça, c'est une chose simple, d'ailleurs pas d'augmentation des impôts du tout. On l'entendra beaucoup durant la campagne présidentielle, mais sur l'épargne... Pardon Jérôme, si par hasard le gouvernement augmentait, on peut aller vous voir et demander une indemnisation je me limite à une analyse de l'opinion. Pour les risques, il faut voir ailleurs. Par exemple, chez Philippe Crevel, qui est un éminent conseiller financier qui peut répondre à toute demande à ce sujet. Moi, je me contente d'étudier l'état d'esprit des Français. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, sur ce sujet, si vous voulez, pas d'augmentation de l'épargne, et ça s'applique. Alors, notre sondage étudie la taxation des plus-values immobilières, l'assurance vie propose d'augmenter ou de diminuer, et évidemment, la réponse diminuer l'emporte, mais c'est surtout sur les donations que la demande est extrêmement forte. La donation répond précisément à ce dont nous parlions il y a un instant, l'idée de transmission.
c'est-à-dire donc, et alors nous employons la formule des donations même très élevées. Alors évidemment, on n'est pas rentré dans un montant, et peut-être que les Français pensent simplement à des sommes de quelques dizaines de milliers d'euros, qui existent d'ailleurs déjà selon certaines règles. Mais il faut assouplir, il faut développer l'idée de donation à partir du moment où, et Dieu merci, les gens vivent très vieux. On se retrouve en situation d'hériter à l'âge de 70 ans, au moment où sa vie est faite et même où il faudrait pouvoir aider les générations suivantes. C'est donc cette idée, et elle suscite, je dirais, une demande très forte précisément chez les personnes âgées de plus de 50 ans, et un certain consensus politique. C'est ça qui est intéressant dans le sondage aussi, c'est que là-dessus, vous n'avez pas une division massive entre la gauche et la droite. L'idée de faciliter les donations par un régime fiscal plus favorable est développée. Philippe Corbet, vous avez quelque chose à rajouter sur... Je partage évidemment l'avis de Jérôme Jaffray sur cette question. Les Français, depuis très longtemps, réclament des allègements donc, sur les donations. On a vu que le précédent gouvernement s'y était essayé. Il y a eu une petite pression d'une partie de l'opinion qui reste opposée sur ce sujet. Et donc ça avait un petit peu empêché une traduction réelle. Peut-être qu'avec la nouvelle élection présidentielle qui se profile, il y aura à nouveau un débat. Après, évidemment, il y a quelques contraintes financières qu'il va falloir prendre en compte. Le déficit budgétaire, l'endettement qui aujourd'hui évidemment constitue une menace importante pour l'économie française. Donc je ne suis pas sûr que les marges de manœuvre en la matière soient très importantes, même s'il y a un véritable problème, c'est vrai, c'est la concentration aujourd'hui importante du patrimoine chez les plus de 55 ans. Plus de la moitié du patrimoine français est détenu par les personnes de plus de 55 ans. Et donc l'idée qu'il y ait, on va dire, une transmission anticipée est quelque chose qui est aujourd'hui souhaité par les Français et qui économiquement serait, on va dire, sain. Merci messieurs pour toutes ces explications en matière d'épargne. Concernant la retraite, nous verrons dans notre prochain numéro d'Amphithéa Éco comment les Français ont répondu à l'enquête annuelle du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa. Alors, je vous donne rendez-vous à très bientôt.